Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, et nous parlerons de la présentation de son film « Qu'est-ce qu'on attend ?» Nous parlerons également des ouvrages que Marie-Monique Robin a écrits, notamment « Le monde selon Monsanto », « Notre poison au quotidien » et « Les moissons de demain ». C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Marie-Monique Robin, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors vous êtes journaliste d'investigation, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Le monde selon Monsanto, Notre poison au quotidien, Les moissons de demain. On peut retrouver toutes ces informations sur votre site mariemoniquerobin.com, nous en reparlerons tout à l'heure. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de ces enquêtes? Les difficultés, c'est moi là, mais votre question me surprend un peu. C'est des films qui sont très longs et des livres très longs, donc très différents. Donc voilà, c'est des enquêtes au long cours qui prennent beaucoup de temps, 2 ans, recouper toutes les informations, se rendre sur place, faire le tour du monde, rencontrer les meilleurs experts, les meilleurs témoins, vous voyez. Alors quand vous avez enquêté à propos de votre livre Le monde selon Monsanto, qu'avez-vous découvert? C'est quoi exactement le monde de Monsanto? Expliquez-nous pour les auditeurs qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui se passe exactement. Le monde selon Monsanto, c'est un film et c'est un livre aussi, donc qui ont fait le tour du monde, qui dressait le portrait de cette multinationale nord-américaine qui a été créée au début du XXe siècle et qui a vendu des produits chimiques un peu partout dans le monde, dont certains sont très connus, comme par exemple les PCB, qu'on vendait en France sous le nom de Pyralène. C'était des produits chimiques qu'on retrouvait dans les transformateurs électriques, qui sont interdits aujourd'hui depuis 30 ans, mais qui continuent de polluer la planète parce qu'ils s'accumulent dans les graisses en fait. Donc on en retrouve partout, y compris dans les organismes humains. Moi je viens de participer à une étude là, qui a été lancée par Génération Future, une association, qui a demandé à plusieurs personnalités de donner une mèche de cheveux, parce que dans les cheveux en fait c'est un reflet de tout ce qu'on a, les pesticides, la pollution chimique qu'on a dans notre corps. Et moi personnellement j'avais donc 50 perturbateurs endocriniens dont 20 PCB, donc, alors qu'ils sont interdits depuis 30 ans. Monsanto, c'est aussi l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, un mélange de 2 herbicides très toxiques. C'est aussi le fameux Roundup, l'herbicide le plus utilisé au monde. Et puis aussi, bien sûr, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, puisque aujourd'hui, ils contrôlent 80% des OGM dans le monde. Voilà, donc c'est une multinationale très controversée qui a largement contribué à la pollution de la planète. Et donc moi, j'ai démontré comment, pendant plus d'1 siècle, elle a manipulé la science, triché, menti aux autorités, parfois corrompu ces mêmes autorités, pour maintenir sur le marché ces produits extrêmement toxiques. Alors, vous présentez un film. Qu'est-ce qu'on attend? Quel est le thème général de ce film? Comment l'avez-vous réalisé? Et parlez-nous de Qu'est-ce qu'on attend? Après Le monde selon Monsanto, si vous voulez, c'était un film et un livre qui faisait partie de toute une série de documentaires et de films que j'avais fait sur le modèle agro-industriel, qui montrait les limites et les conséquences de ce modèle sur les semences, sur l'eau, sur les agriculteurs. Bon, ça c'était Notre poison quotidien, qui est aussi un film et un livre, sur les consommateurs que nous sommes, sur également le lien qu'il y a entre ces produits chimiques et l'explosion des maladies chroniques qui existent aujourd'hui. Et après, on m'a souvent posé une question après des projections, lorsque je présentais ce film, est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, c'est une question d'autant plus légitime que souvent on entend que non, on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'alternative, par exemple aux pesticides, que si on interdit les pesticides, on ne pourra pas nourrir le monde. Alors, ce à quoi je réponds souvent d'ailleurs que on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides aujourd'hui. Enfin, puisqu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim, donc c'est quand même pas une belle réussite, quelque part. En tout cas, j'ai fait un premier film et livre en 2012 qui explorait les alternatives, justement, et qui s'appelait Les moissons du futur, qui était un tour du monde
en étroite collaboration avec Olivier de Scuter, qui était le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, et on voyait comment on pourrait nourrir le monde beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui si on changeait de modèle agricole. Et passer à l'agriculture biologique, familiale, etc. Bon, après, j'ai continué de tirer la pelote parce que je me suis dit finalement, ce modèle agro-industriel dont le but n'est manifestement pas de nourrir le monde, mais plutôt de faire des profits pour des grandes multinationales comme Monsanto par exemple, eh bien, s'inscrit dans un modèle beaucoup plus large qui est le modèle productiviste, un modèle fondé sur la croissance illimitée de la production, de la consommation. Vous savez, tous nos auditeurs savent, on entend tous les jours parler de la croissance, et qu'il faut qu'elle revienne, ça ne revient pas, ça va être la catastrophe, etc. Il y a de plus en plus de gens qui se disent, mais peut-être que cette croissance-là, justement, c'est pas la solution, mais c'est le problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on sait que les ressources sont limitées. On sait aussi que que la capacité de la Terre à encaisser les déchets que nous produisons atteint un point de saturation. Alors c'est évidemment toutes les pollutions. Moi je suis à Paris par exemple, vous savez que régulièrement on ne peut plus respirer, mais il n'y a pas qu'à Paris, à Grenoble, etc., dans toutes les villes du monde. On ne peut plus respirer. C'est des problèmes de pollution évidemment de l'eau, des aliments. C'est aussi la destruction de la biodiversité. Vous avez peut-être entendu parler des études qui viennent de sortir, qui disent que si on continue comme ça, avec notre modèle de développement, il n'y aura plus de singes avant 2050, plus de singes. La biodiversité est en train de disparaître à une vitesse absolument inouïe. Et puis c'est aussi évidemment les gaz à effet de serre que nous produisons avec notre activité économique et qui provoquent le dérèglement du climat. Alors la question qui se pose donc c'est est-ce qu'on peut continuer à promouvoir un système économique qui est fondé sur le toujours plus de production, toujours plus de consommation, où on nous encourage à changer de téléphone portable tous les ans, à changer de voiture, à changer de machine à laver, on programme même des machines à laver pour qu'elles tombent en panne et qu'on en change, etc., alors que les ressources sont limitées encore une fois et que les déchets que nous produisons, on n'en peut plus les déchets, la planète n'en peut plus. Alors c'est comme ça que j'avais fait un film et un livre, 2014, qui s'appelait Sacrée Croissance et qui faisait le tour du monde pour montrer toutes les alternatives à ce modèle de la croissance, vous voyez. Alors j'ai été allé au Canada, j'étais en Argentine, j'avais montré de très beaux programmes d'agriculture bio, locale, urbaine, en ville. Une ville comme Toronto, 6 millions d'habitants, qui essaie d'être autonome du point de vue alimentaire, avec l'agriculture biologique produite en ville. J'étais allé aussi au Danemark et au Népal. J'avais montré de belles initiatives de transition énergétique portées par les gouvernements, qui visaient des 100% énergie renouvelable, sans nucléaire. Ça marche. J'étais allé en Allemagne, j'étais allé au Brésil, où j'avais montré des exemples de monnaie locale, qui marche très bien. Et puis j'avais terminé dans un petit pays qui s'appelle le Bhoutan, qui est un petit royaume pas loin de l'Inde, coincé entre l'Inde et la Chine, qui a remplacé le produit intérieur brut, le fameux PIB, parce que quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB, le PIB, comme on dit, le PIB, par un nouvel indicateur de richesse qui est le bonheur national brut. Voilà. Quand ce film est sorti, j'ai fait une tournée en France, il est sorti sur Arte, et ensuite j'ai commencé une tournée pour le présenter dans les cinémas. Je suis arrivé en Alsace, un soir de novembre 2014, et j'ai présenté le film, il y avait 300 personnes. Il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Mais tout ce que vous montrez dans votre film, nous le faisons déjà. » Alors j'étais un peu vexé quand même, parce que je me suis dit « Zut, alors j'ai fait le tour du monde pour montrer des belles initiatives de transition, et je ne savais pas qu'il y avait une ville en France, une commune, qui faisait déjà tout ça. » Et je suis allé voir, effectivement, c'est absolument unique. C'est une commune de 2200 habitants qui vise à réduire son empreinte écologique, donc moins polluer, moins de gaz à effet de serre, etc. Et donc, pour cela, développe au maximum l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont une ferme urbaine, ils ont une régie agricole municipale, ils essaient de produire au maximum des produits locaux bio pour la population, à un prix tout à fait accessible à tout le monde. C'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, on estime en Europe qu'un aliment acheté dans un supermarché parcourt en moyenne 2700 km. C'est fou. C'est complètement fou. Et en plus, on sait aujourd'hui aussi que l'autonomie alimentaire des villes et des villages de France, parce que c'est partout pareil, est maximum de 3 jours. C'est-à-dire que nous dépendons du pétrole pour nous nourrir, n'est-ce pas? Donc cette commune, elle essaie de renverser la vapeur. Dans le domaine de l'énergie, c'est pareil. Ils ont la plus grande centrale solaire d'Alsace. Ils ont des panneaux solaires un peu partout, y compris sur les bâtiments municipaux, mais aussi chez les particuliers. Ils ont une éolienne. Ils ont aussi des chevaux qui participent au maraîchage bio, mais aussi emmènent les enfants à l'école. Ils encouragent les éco-hameaux, c'est-à-dire on peut construire dans cette commune à condition que ce soit des maisons passives, c'est-à-dire qui font zéro déchet, zéro carbone,
et vous verrez, ça marche. Ils ont aussi une monnaie locale qui s'appelle le radis, qui permet d'encourager l'économie locale, circulaire, vertueuse. Et on voit comment, finalement, grâce à 21 actions qu'ils ont menées dans ce programme de transition, ils ont réussi à réduire considérablement leurs gaz à effet de serre, évidemment. Ils ont aussi économisé 120 000 euros en frais de fonctionnement parce que finalement, ils ont réhabilité leurs bâtiments, ils ont isolé, ils ont mis des panneaux solaires, etc. Et ils ont aussi créé 100 emplois sur la commune en 10 ans sans augmenter les impôts locaux. Mais c'est pour ça que j'ai appelé ça ce film Qu'est-ce qu'on attend, parce que finalement, c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Et tout le monde y gagne. Et d'ailleurs, il y a même des solutions dans les villes, pour les grandes villes. C'est-à-dire des solutions pour les grandes villes. Vous voulez dire, on pourrait reproduire ça dans les grandes villes? Oui. Bien sûr, on peut effectivement faire ce qu'ils font à Ungersheim, dans ce village alsacien, partout en France. On peut très bien imaginer qu'à Paris ou à Montpellier, on fasse ce qu'on voit dans le film, le cadastre solaire, c'est-à-dire qu'on mesure le potentiel solaire de chaque toit, de chaque maison, en fonction de son orientation, de la surface qui est disponible. Et ensuite, on s'organise pour que chaque habitant qui a des toits bien exposés puisse installer des panneaux solaires. Et on voit dans la commune de Ungersheim qu'ils sont en train de faire ça et que ça peut couvrir 70% des besoins d'électricité de la commune. Vous voyez, on peut faire ça partout. Partout. J'ai vu à Toronto, 6 millions d'habitants, qui œuvrent pour son autonomie alimentaire. Alors eux, par exemple, ils ont décidé que dans tous les quartiers de la ville, il devait y avoir des jardins partagés, des fermes urbaines. Ils cassent des parkings pour faire des jardins. Et, vous voyez, on peut évidemment faire ça partout. Marie-Monique Robin, on marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Monique Robin. Nous parlons du film Qu'est-ce qu'on attend? Alors par contre, chez nous dans le sud, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes justement qui sont équipées en panneaux solaires. Ils ont à peu près une quinzaine de panneaux sur leur toit. Et j'ai entendu dire aussi qu'à Paris, on s'organisait pour faire des jardins bio, de la bioculture, même sur les balcons, paraît-il. Bien sûr, oui. C'est partout. En ce moment, il y a vraiment une prise de conscience. D'abord, c'est aussi une question de santé. C'est dans notre présent quotidien. Il est très clair que l'épidémie de cancer, de maladies neurodégénératives, de troubles de l'attention qu'on retrouve chez l'enfant, etc., des problèmes de stérilité sont dus en partie à l'alimentation et aux produits chimiques qu'on retrouve sur les aliments. Donc, il y a plein de gens qui font le lien maintenant entre la qualité de l'alimentation et la santé. Et puis, il faut savoir en plus que quand on a un petit balcon, on sème des tomates, des salades ou un petit jardin, ou qu'on va dans un jardin, on a un jardin ouvrier, ou on a un jardin collectif, un jardin partagé, eh bien, c'est du bonheur, c'est du lien. Complètement. Les gens sont contents. Il n'y a rien de tel, même pour les enfants, que de semer une salade et puis récolter la salade et la manger. C'est magnifique et c'est ça qui est formidable. Et il y a plein de gens qui comprennent ça aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Et on voit dans le film comment, effectivement, toute une dynamique vertueuse se met en place dans la commune et les gens sont contents de faire des choses ensemble pour le bien commun, déjà. Et aussi, ils se rendent compte que quand on œuvre pour le bien commun, on se fait plaisir et c'est du bonheur. Voilà. Alors, vous donnez des conférences? Oui. Alors, comment réagissent les gens quand vous leur dites qu'il y a des solutions? Parce qu'on entend souvent dire « Mais non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, on va revenir au Moyen-Âge ». Vous devez l'entendre, ça. Oui, alors justement, dans le film, on voit très bien que c'est pas du tout un retour en arrière. Bien sûr. Par exemple, les maisons passives ont suivi la construction de tout un éco-hameau, depuis le début jusqu'à la fin. On voit par exemple que ces maisons sont construites isolées avec de la paille, des grosses bottes de paille, avec du bois, ensuite du chanvre, du lin, etc. Et que c'est extrêmement isolant, à tel point que dans cet éco-hameau, leur objectif c'était de ne pas chauffer alors qu'on est en Alsace, ou alors vraiment, si vous êtes très très froid dehors, un petit poêle d'appoint et c'est tout. Donc ça veut dire que, comme c'est dit dans le film, l'architecte il a une jolie phrase, il dit c'est high-tech, c'est de la paille high-tech. Voilà. On n'est pas du tout... c'est pas du tout un retour en arrière. Non, absolument pas. Alors, bien sûr, parfois, on a oublié des choses qu'on savait faire et qu'on réapprend. Ça, c'est vrai. Mais en incluant, en intégrant tout ce qu'on a appris depuis, vous voyez, et notamment dans les techniques de construction, mais aussi la construction d'une éolienne, c'est quand même très technique. Vous voyez, on voit comment ils construisent une éolienne dans le village. C'est très technique. Donc, c'est pas du tout un retour en arrière. C'est au contraire... se projeter dans le futur en se disant
comment je vais faire pour que l'humanité puisse continuer à vivre sur cette planète, donc mes enfants, mes petits-enfants, dans des conditions dignes, sans épuiser toutes les ressources qui sont limitées, hein, sans polluer, continuer de polluer, parce que ça, on peut pas continuer comme ça. Hein, ah non, absolument pas, non. Et on peut pas. Et en fait, on voit que c'est possible et qu'on vit tout à fait normalement. Simplement, on fait plus attention, enfin, on gaspille moins, vous voyez, et c'est possible. Comment faire prendre conscience aux gens et surtout chasser les idées préconçues qui sont dans leur tête, comme ça, leur dire que mais tout est possible, justement. Bien sûr que tout est possible. Il faut, déjà aller voir le film. Oui, tout à fait. Non, parce que vous me demandez comment les gens réagissent, je peux vous dire que dans les salles, souvent les salles sont très pleines, très combles, il y a des gens qui pleurent dans la salle, tellement ils sont touchés par cette histoire qui est une histoire tout à fait, qui pourrait se passer à côté de chez vous, quoi, vous voyez. Bien sûr. Donc cette proximité de se dire ça pourrait être chez moi aussi et c'est tellement super, les gens sont très émus. Et les gens, ils demandent ça. Ils en ont marre d'entendre qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il va falloir se serrer la ceinture, et puis ils voient comment finalement l'environnement se dégrade. Il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres, ils sont de plus en plus inquiets pour leurs enfants, ils se disent ils vont vivre moins bien que nous. Et c'est quand même pas réjouissant, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Quand on voit ce film, on se dit ah ben si, on peut faire autrement, et quand on fait autrement, c'est super, ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc alors déjà, il faut aller voir le film. Puis après, quand on a retrouvé un peu cette énergie, on essaie de voir dans sa ville s'il n'y a pas une association qui fait des choses déjà pour pouvoir se raccrocher. Le collectif, c'est très important, on le voit dans le film. Il ne faut pas rester tout seul. Si on reste tout seul, on déprime, vous voyez, on est... Donc voilà, il y a peut-être, je sais pas, des colibris, parce que c'est une association, ou Alternatiba, ou une association qui est, je sais pas, une AMAP. Enfin, il y a plein de choses qui se font partout dans les territoires, hein. Et on essaie de voir qu'est-ce qui correspond mieux à ce qu'on a envie de faire aussi, vous voyez. Et puis on va voir les élus, parce que ce qu'on voit dans le film aussi, c'est que c'est assez magique, ça. On voit comment, parce que toute cette transition à Ungersheim, elle est portée par le conseil municipal et le maire. Ça, c'est assez formidable. Et on voit comment, quand des élus locaux, encouragent, favorisent les initiatives des citoyens qui veulent travailler pour le bien commun, évidemment, on gagne beaucoup de temps et ça crée toute une dynamique absolument vertueuse, quoi, qui fait qu'on a toujours plus envie d'aller plus loin, tous ensemble. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller voir ces élus en disant, voilà, par quoi on commence. Voilà. Alors, le film, c'est un petit peu une boîte à outils aussi. On peut se dire, tiens, voilà, dans le film, on a vu ça, on va peut-être commencer par là, parce qu'ici, on peut faire plutôt ça que ça. Enfin, vous voyez, pour commencer à sortir de l'ornière. D'autant plus qu'on a des techniques, des technologies qu'on n'avait pas avant, qui sont encore dans des cartons, hein, parce que bon, les lobbies, le poids des lobbies, c'est quand même impressionnant. Moi, j'ai reçu plusieurs intervenants sur le sujet qui me disaient, mais on a tout ce qu'il faut, on a tout dans les cartons, mais seulement il y a des blocages à droite, à gauche. Tout à fait. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment il faut faire. Il y a plein de gens que j'appelle les lanceurs d'avenir, c'est-à-dire ceux qui montrent la voie, qui font des choses partout en France, partout dans le monde. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment ils vont être de plus en plus nombreux, hein, ces lanceurs d'avenir. Voilà. Et comment ils vont réussir à embarquer les autres dans ce projet d'intérêt commun qui recrée du lien, vous voyez, des solidarités. Et ça, comme vous avez tout à fait raison, on sait ce qu'il faut faire. Il y a partout des gens qui déjà le montrent. Hein, et maintenant, il faudrait qu'ils soient plus nombreux, quoi. Voilà. Chacun d'agir, quoi. Ici et maintenant, là où il est, quoi. Est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs? Oui, qu'il ne faut pas désespérer et qu'il y a plein de signes qui montrent que on est de plus en plus nombreux à prendre conscience de tous ces enjeux que j'ai énumérés au début, qui ne sont pas très réjouissants, hein, mais qu'on a la capacité, nous, êtres humains, autant on peut être capable du pire, hein, parce qu'on quand même on a fait pas mal de choses sur cette planète qui sont quand même assez tristes, mais on peut aussi être capable du meilleur. Bien sûr. Il faut maintenant encourager le meilleur. Et je cite souvent une phrase de Victor Hugo qui a dit rien n'est plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. L'idée de la transition, le fait qu'il faut changer de système progressivement, en organisant ensemble, cette idée, elle fait son chemin de plus en plus. Et le film, qu'est-ce qu'on attend, montre que c'est vraiment une très bonne chose. Donc tout est possible. Voilà, c'est possible et voilà, il faut vraiment y croire. Et encore une fois, hein, moi j'ai fait le tour du monde avec Sacré Croissant, j'ai déjà montré partout dans le monde des initiatives éparses et tout, qui montraient qu'on pouvait faire autrement. Et maintenant on voit comment, dans un seul territoire, on peut
mettre en œuvre toutes les initiatives qui vont permettre de faire cette transition heureuse vers une société plus durable, plus juste, plus équitable. Voilà. Et moi, je l'ai vu, quoi. C'est possible dans une commune de 1200 habitants, c'est possible partout. Oh, mais je suis convaincu, moi. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des projets? Alors, en ce moment, je suis en train de monter un film, un nouveau film qui sortira sur Arte, sur le Roundup. Vous savez, les fameux, les fameux herbicides de Monsanto. Ouais. Je fais le point sur cet herbicide qui est un produit extrêmement toxique. Alors, vous avez un site internet www.mariemoniquerobin.com. Que peut-on trouver d'une manière générale comme information sur votre site? Alors, oui, il y a mon site, ça c'est mon site personnel, www.mariemoniquerobin.com. C'est pour voir un petit peu tout ce que j'ai fait depuis 30 ans que je fais ce métier. Mais j'ai aussi un autre site qui s'appelle m2rfilm.com, où on voit donc notamment la bande-annonce de mon film Qu'est-ce qu'on attend, un dossier de presse qui présente toutes les initiatives, pour ceux qui ont envie. On voit aussi tous les cinémas où il est programmé, ce film. C'est une liste qui est mise à jour toutes les semaines. Donc les gens peuvent regarder s'ils passent pas loin de chez eux. Et s'ils passent pas loin, si c'est pas le cas, ils peuvent aussi aller voir leur cinéma pour dire programmez-le, parce que c'est ce qui se passe un peu partout en France. Et puis j'ai aussi une page Facebook du film. Oui. Ceux qui ont Facebook, où on voit plein d'infos complémentaires, sur le film. Voilà. Donc avec ces deux sites, mariemoniquerobin.com et puis m2rfilm.com, on peut un petit peu voir tout ce que j'ai fait. Il y a des vidéos. Depuis une trentaine d'années, c'est à peu près 200 reportages pour la télé et une dizaine de livres. Marie-Monique Robin, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.